Amalia Rodriguez, Tony Carreira, José Mourinho ou Joaquim de Almeida, l'île de Madère ou encore Lisbonne, Vasco de Gama ou Ferdinand Magellan. De nombreux éléments pourraient faire office d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui sont évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler du Portugal. Donc on a sorti le maillot de Cristiano Ronaldo pour parler de cette sélection. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et c'est parti, générique. Vous commencez à connaître maintenant, donc on va commencer par l'histoire du Portugal dans la Coupe du Monde, et c'est vrai que l'histoire de la Coupe du Monde en Portugal, elle est pas si étoffée que ça. Le Portugal va participer seulement à sa 8e Coupe du Monde, ce qui est surprenant parce que c'est vrai que pour des gens de ma génération, on voit le Portugal comme vraiment une très grande sélection. Mais ça a été, voilà, ça n'a pas forcément été une grande sélection tout le temps. C'est notamment dû au fait que la Coupe du Monde avant, il y avait beaucoup moins d'équipes qui participaient, tout bonnement. Et du coup, le Portugal a participé donc à 8 Coupes du Monde, comme je vous l'ai dit. Enfin, ce sera sa 8e au Qatar. Et le Portugal a quand même été 2 fois en demi-finale. Une fois en 1966, où ils se sont fait sortir par l'Angleterre. 2-1 sur un doublé de Bobby Charlton. Et pour le Portugal, c'est Eusebio qui avait marqué sur penalty. Ils ont quand même fini 3e en battant l'Union soviétique, où ils ont gagné 2-1, donc avec un but notamment également de Eusebio à nouveau sur penalty. Et également un but de José Torres en fin de match. Donc dans cette Coupe du Monde d'ailleurs, il y a, comme là on en a parlé sur les 2 matchs, il a marqué 2 fois, mais Eusebio finit meilleur buteur de cette compétition avec 9 buts en une Coupe du Monde, ce qui est tout de même énorme. Et la deuxième demi-finale, ils y ont été en 2006, où ils se sont fait sortir par la France 1-0 dans une demi-finale qui était quand même pas folle d'un point de vue intensité et d'un point de vue jeu, un but du coup sur penalty de Zinedine Zidane. Et cette équipe du Portugal avait pour le coup fait une très bonne Coupe du Monde 2006, ils avaient été élus équipe la plus spectaculaire de cette Coupe du Monde. Et il y avait des joueurs vraiment très bons, et dans l'équipe All-Star de la Coupe du Monde 2006, donc c'est une équipe où il y avait 24 joueurs, on y retrouve 4 Portugais, il y a Ricardo le gardien, Ricardo Carvalho le défenseur central, Maniche, un milieu que moi j'étais absolument fan, et Luis Figo qui faisait sa dernière Coupe du Monde. Et est-ce que le Portugal, avec sa forme actuelle, peut faire mieux et peut aller plus loin que la demi-finale, peut-être gagner sa première étoile? Bah ça s'annonce compliqué. La forme est clairement pas bonne, le Portugal a quand même eu besoin de barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas fou. Et même si on a vu des choses intéressantes en Ligue des Nations en juin, c'est vrai que là en septembre ça a été beaucoup plus compliqué. Le Portugal est un peu inefficace, il propose vraiment pas beaucoup de fond de jeu, et c'est pourquoi d'ailleurs le sélectionneur Fernando Santos s'est clairement décrié et clairement critiqué malgré voilà l'Euro 2016 qui a été gagné. Mais c'est vrai que d'un point de vue contenu de jeu, on n'est pas forcément satisfait du côté du Portugal. On voit pas de très bonnes choses et c'est dommage car on le verra dans l'effectif. C'est vrai que le vivier est assez impressionnant, mais clairement c'est pas une équipe qui brille et voilà, c'est dommage de voir cette équipe du Portugal en ayant énormément de talent et énormément de un vivier, notamment d'un point de vue formation. Il y a énormément de jeunes portugais qui sortent chaque année et pourtant on voit pas d'évolution dans le 11, on voit pas de tentative de la part du sélectionneur. On peut penser par exemple, on en reparlera après, mais par exemple un Gonçalo Ramos qui pour l'instant n'a pas encore de temps de jeu dans la sélection, ce qui est un peu dommage. Des défenseurs centraux notamment, par exemple un David Carmo ou encore un Antonio Silva que moi j'ai découvert pour le coup, même s'il est encore très jeune, mais j'ai découvert contre le PSG où j'ai trouvé absolument excellent. Un Ignacio également, enfin bref, il faut vraiment de défenseurs centraux qu'on ne tente pas, même si c'est vrai que la défense centrale, Pep, Ruben Dias, marche plutôt bien. Et par exemple, dans la tête du sélectionneur, le 3e choix, c'est Danilo Pereira. Alors, il n'est pas forcément mauvais, en plus au PSG, je trouve qu'il remplit plutôt le contrat, dirons-nous, en tant que défenseur central. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand on a autant de défenseurs centraux comme Carmo, même si là maintenant il a un peu appelé, Antonio Silva, ou voire même Diogo Leite ou Ignacio, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas voir ces défenseurs être essayés. Et même au niveau du milieu de terrain, voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que vraiment il y a un potentiel énorme dans cette sélection, mais pour l'instant ça se renouvelle pas. Franchement, je sais qu'en France on a tendance à beaucoup critiquer Deschamps. Franchement, Fernando Santos là-dessus c'est encore pire.
Donc c'est pour vous dire à quel point le sélectionneur est vraiment très conservateur et c'est dommage parce que voilà, la sélection du Portugal, encore une fois, elle pourrait vraiment faire beaucoup mieux et peut-être prétendre, avec tout le talent qu'elle a, à essayer de jouer le titre de la Coupe du Monde. On va passer du coup à la revue d'effectifs et pour l'instant, donc j'ai mis cette revue d'effectifs, on serait en 4-1-4-1 dirons-nous. On peut le voir comme un 4-3-3, moi c'est plus un 4-1-4-1 je trouve, parce qu'il y a deux lignes quand même bien distinctes. De 4 je trouve, avec un milieu du coup entre les lignes et un attaquant devant. Et pour revenir sur cet effectif et ce qu'on disait au préalable sur la forme. Et c'est vrai que là quand vous regardez le 11, vous vous dites ouais, l'équipe est quand même très belle, mais malheureusement pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des joueurs qui sont un peu en méforme et surtout le problème c'est que pour l'instant on n'a rien tenté dans la sélection, il y a vraiment un manque de travail là-dessus. Et c'est dommage pour cette équipe parce que c'est vrai que quand sur le papier on la regarde, on se dit que c'est une équipe qui est super belle, mais voilà, il n'y a pas eu d'alternatives qui ont été essayées, il n'y a pas eu de choix forts. Par exemple, là, on va commencer par lui, mais en attaque on a Cristiano Ronaldo qui est une légende du foot, on va pas se mentir. Enfin, à part les pro-Messi et les gens qui n'arrivent pas à élever un peu le débat un peu plus haut et qui restent bloqués dans leur fanatisme de Messi, ils vont se dire que Ronaldo n'est pas un bon joueur. Et vice versa d'ailleurs, hein. J'attaque les premiers signes, mais pour Ronaldo c'est pareil. Bref, et Cristiano Ronaldo, voilà, c'est une légende absolue, mais là il a 37 ans, il a bientôt 38 ans, à Manchester c'est assez compliqué, il n'a pas forcément le temps de jeu escompté, il le mérite pas forcément le temps de jeu d'ailleurs, en plus il n'a pas forcément le comportement le plus adéquat pour pouvoir être titulaire, enfin bref, passons, que ce soit Cristiano Ronaldo ou une légende, pour moi, il faut quand même respecter un minimum le club dans lequel tu es pour pouvoir prétendre être titulaire, et surtout être professionnel, ce qui a toujours caractérisé Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai que là, voilà, avoir sa façon de gérer son mercato estival, c'était pas forcément la plus optimale. Bref, là on sort un peu du cadre de la sélection. Mais du coup, c'est vrai que Ronaldo, pour l'instant, il n'est pas forcément en très très grande forme et ça se ressent en plus dans la sélection. Il y a même de plus en plus au Portugal qui demandent à ce que on teste plus d'autres choses parce que Ronaldo c'est bien beau, mais Ronaldo en plus il attire beaucoup les ballons. Les joueurs ont tendance à beaucoup vouloir jouer avec Ronaldo et ça perd peut-être un peu de la qualité d'un point de vue collectif. Et c'est un peu dommage, même si Ronaldo, je pense que c'est le genre de joueur qui est capable de sortir, sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde, en plus il est capable de sortir une masterclass dans cette Coupe du Monde, et capable de faire taire, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des joueurs quand même de qualité qui pourraient être tentés à sa place et ça n'a pas été fait. Et du coup, si Cristiano Ronaldo malheureusement se blesse ou quoi que ce soit, on va jouer avec des interrogations et c'est vraiment dommage. Car on peut penser par exemple à André Silva, qui est pas forcément dans une très grande forme, mais qui n'est pas forcément trop tenté. Et il y a un moment où il était en bonne forme, il n'était pas forcément tenté. Joao Félix, qui est pareil, c'est un peu compliqué de juger Joao Félix, je trouve, à l'Atlético. Mais voilà, il n'est pas forcément tenté non plus. Et Gonçalo Ramos, qui pour l'instant fait les beaux jours de Benfica, pas forcément tenté non plus. Donc si là Ronaldo est vraiment en méforme, on va rester sur Ronaldo parce qu'on n'a pas travaillé d'autres alternatives. Et ça, c'est vraiment dommage pour la sélection. C'est pareil en défense centrale, comme je le disais. Là, pour l'instant, Pep est incertain. Danilo Pereira sort d'une blessure musculaire. Donc, on ne sait pas forcément la forme de la défense centrale. Bon, Ruben Dias, c'est plutôt rassurant, même si je le trouvais meilleur. Il y a, lors de la saison 2020-2021, je trouvais Ruben Dias vraiment meilleur. Mais voilà, on a des alternatives qui pourraient être intéressantes, je les ai citées tout à l'heure, dans la forme. Et pour l'instant, c'est pas travaillé et c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qui est dommage de la part du sélectionneur. Et sur les côtés, on a, pour le coup, je trouve qu'on a de la qualité avec Joao Cancelo, qui est sûrement le meilleur latéral du monde en ce moment. Et sur le côté gauche, ça jouera soit entre Nuno Mendes, soit entre Guerreiro, donc de Dortmund. Nuno Mendes qui est au PSG, bien entendu. C'est vrai que Nuno Mendes, moi je le trouve meilleur que Guerreiro, mais ils apportent pas forcément la même chose. Enfin, moi je mettrais quand même Nuno Mendes. Pour moi, part avec un temps d'avance, mais c'est vrai que le sélectionneur a mis les deux assez souvent, donc à voir comment ça va se passer. Sur les côtés, du coup, on a une arme assez forte qui est Raphaël Léao. Raphaël Léao qui va du coup être titulaire parce que il se trouve que Diogo Jota est blessé et forfait. Est-ce que c'est une bonne chose pour la sélection ? En fait, Diogo Jota, il apporte énormément de combativité, c'est vraiment quelque chose d'important, mais c'est vrai que sur le terrain, il laisse un peu à désirer par moment, enfin surtout dans la sélection à Liverpool, c'est un peu mieux, même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément ça. Mais voilà, Raphaël Léao, lui, il va être capable, en 1 contre 1 de faire la différence, peut-être être le monsieur plus de cette sélection.
Même si, c'est pareil, il n'a pas non plus fait énormément de matchs avec la sélection. Donc voilà, à voir comment ça va se passer, à voir comment il va réussir à être performant dans cette sélection. Est-ce qu'il va réussir à avoir le même niveau que ce qu'il a au Milan? C'est à voir. Mais clairement, ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir Leao à la place de Jota pour apporter de la profondeur et de la vitesse. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est clairement pour moi un des atouts et un des joueurs à suivre de cette sélection. Et de l'autre côté, on a Otavio qui est un ailier qui est très très intéressant. Il n'y a pas forcément de grosses alternatives par rapport à lui. Et c'est un ailier qui est plus que correct. Moi, je trouve assez bon. Sans non plus le connaître, je le connais pas forcément hyper bien, donc je peux pas vous le décrire non plus. Mais de ce que j'ai vu en Europe, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait le taf. Et moi j'aime plutôt bien Otavio de ce que j'ai vu en tout cas. Et le milieu, il est assez offensif. On a Ruben Neves qui est un peu plus bas du coup, qui est un milieu qui est vraiment excellent, qui est très sous-coté moi je trouve. Par exemple quand il est pas à Wolverhampton, ça se sent très clairement. Donc Ruben Neves qui va jouer du coup plus bas. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment sentinelle, mais on va dire ça. Et devant, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Bon, de 10 de joueurs qui vont être capables d'orienter le jeu. Surtout Bernardo Silva. Bruno Fernandes, c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il revient bien à Manchester, donc c'est une bonne nouvelle pour la sélection. De voir Bruno Fernandes à quelques semaines du mondial être aussi fort. Donc c'est une très bonne chose. Et Ruben Neves, et peut-être que par moment on verra Joao Palhinha peut-être être à la place de Ruben Neves, parce que Palhinha est un profil peut-être beaucoup plus défensif. C'est vrai que mettre Neves là, ça laisse quand même des largesses défensives, pardon. Donc peut-être que ce sera Palhinha, peut-être que ce sera Neves. Avantage Neves, mais ce serait pas étonnant de voir Palhinha. Et c'est pareil, ce serait pas étonnant de voir sur certains matchs William Carvalho, du coup à la place de soit de Fernandes, soit de Bernardo. Peut-être plus de Fernandes, je pense. Surtout qu'en plus le sélectionneur est vraiment fan de William Carvalho. Et William Carvalho apportera peut-être plus en 8 comme ça, un peu plus de solidité défensive. Donc c'est possible qu'on voit Carvalho par moment, même si c'est vrai que du côté du Portugal, je pense qu'on préfère voir la doublette Bruno Fernandes et Bernardo Silva pour pouvoir créer, pour pouvoir être un peu plus dangereux. Surtout que comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas forcément très efficace, et c'est vrai que si on met William Carvalho à la place d'un des deux, c'est pas comme ça qu'on va être forcément très efficace, même si Carvalho est un joueur très bon, hein, attention. Mais voilà, c'est vrai que on peut potentiellement voir William Carvalho jouer à ce rôle. Et le gardien, on en reparlera juste après, parce que ce sera mon joueur à suivre, et je pense que ce sera le seul gardien que je mettrai dans les joueurs à suivre. Parce que en fait moi il m'impressionne tout bonnement, que je connais un petit peu, je ne connais pas non plus que ça, mais c'est vrai que j'ai porté un œil sur lui, notamment en Ligue des Champions là cette saison, et voilà, je trouve qu'il mérite qu'on en parle, parce qu'il a quand même délogé, donc c'est Diogo Costa, hein, j'ai pas donné son nom, mais il a quand même délogé Patricio, par exemple Anthony Lopez, le gardien lyonnais, n'est plus dans la sélection, donc c'est pour vous montrer quand même le niveau des gardiens au Portugal. Et lui, il arrive à être titulaire, donc voilà, on va en parler après parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. La poule du Portugal, du coup, sera composée du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Alors le Ghana, on en a déjà parlé c'était l'épisode numéro 2, il me semble, du Road to World Cup. Donc je pense que le Ghana, il n'y aura pas trop de soucis. Je pense que la Corée du Sud non plus. Après, la forme de l'Uruguay, très honnêtement, pour l'instant, je ne la connais pas plus que ça. C'est une sélection qui est pas mauvaise, qui est peut-être en cours de renouvellement de ce que j'avais lu et de ce que j'avais vu. Donc est-ce que là, elle va arriver de façon avec une force optimale, avec des forces optimisées, pardon, pour poser problème et pour pouvoir aller dans cette compétition, peut-être. Honnêtement, pour l'instant, je le sais pas, même si on voit des joueurs, par exemple, comme Fede Valverde, qui sont un peu sur notre planète en ce moment. Mais voilà, mais en tout cas, je pense que le Portugal passera les poules sans souci. Après, dans le parcours final, je vous avoue, pas être très très optimiste pour eux, parce que comme je l'ai dit, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un cycle qui va devoir se recréer au Portugal, que ce soit à la fois le après Pep, même si Pep en ce moment, voilà, il est très fort, mais pour moi il va falloir renouveler un peu cet effectif, un peu renouveler également Ronaldo, et recréer quelque chose de nouveau avec un nouveau sélectionneur. Donc c'est peut-être un peu... voilà, je pense qu'on est dans une fin de cycle, un peu ce que l'Allemagne a vécu il y a quelques années. Voilà, je pense que là, il va falloir renouveler. C'est pourquoi je suis un peu
suis un peu pessimiste. Je pense qu'ils iront en quart de finale, mais honnêtement, je les vois pas aller beaucoup plus loin. Alors, après, je peux me tromper. Et s'ils gagnent la Coupe du Monde, bon, je serais quand même surpris s'ils gagnent la Coupe du Monde. Mais s'ils vont en demi-finale, voire en finale, bon, je tomberai pas forcément de haut. Mais voilà, je pense que quart de finale, ce sera déjà quelque chose de bien pour eux. Et voilà. Après, je pense que si le Portugal sort en quart de finale, les Portugais sont quand même déçus parce qu'encore une fois, vu la qualité de l'effectif, c'est vrai qu'on peut s'attendre à mieux. Mais je pense que les Portugais, on va dire les plus lucides, s'attendent pas forcément à des gros miracles. Mais ouais, s'ils vont en demi-finale, déjà ce serait une belle perf pour eux, je pense, sachant qu'en plus il y a pas mal de concurrence dans cette Coupe du Monde, il y a pas mal de belles sélections. Donc voilà, moi je pense qu'ils iront en quart de finale, ils iront pas plus loin. Mais peut-être qu'ils iront plus loin, et dans ce cas-là, tant mieux pour le Portugal. En plus, moi c'est une sélection pour le coup que j'aime beaucoup, que je suis pas supporter du Portugal, hein, très honnêtement, mais c'est une sélection moi qui m'a fait beaucoup vibrer à l'Euro 2004 et à la Coupe du Monde 2006. Que voilà, j'ai vraiment, notamment avec Cristiano Ronaldo d'ailleurs, hein, je suis un peu un fanboy de Ronaldo, même si c'est vrai que j'étais un peu descendu avant, mais moi Ronaldo c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps, donc voilà, sans être contre Messi d'ailleurs je précise, mais ouais, donc voilà, donc j'espère que le Portugal va aller loin, parce que voilà, c'est une sélection que j'affectionne un peu, donc voilà, j'espère qu'on sera surpris par le Portugal et qu'on verra peut-être ce qu'on a entreaperçu en juin, à savoir voilà, de la qualité dans le jeu. Mais je reste très sceptique. Et pour le joueur à suivre, du coup, on va parler d'un gardien. Et je pense, comme je l'ai dit, ce sera le seul gardien qui sera dans les joueurs à suivre. Mais voilà, j'avais envie de parler de lui parce que déjà, la plupart des joueurs sont connus au Portugal. Et j'avais envie de parler de lui parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est l'avenir de c'est l'avenir à ce poste. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gardiens aussi forts à cet âge que Diogo Costa, donc du coup qui joue à Porto, qui joue encore dans le championnat domestique, qui est un gardien très explosif, qui est capable d'aller très vite sur la ligne, qui est excellent en penalty. D'ailleurs, quand je tourne la vidéo là il y a quelques jours, il y a eu le match contre Bruges où il arrête 2 penalty. Vraiment, moi il m'impressionne. Je pense que ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment le gardien que je vois avoir la plus belle carrière, on va dire dans les moins 23 ans, parce que là actuellement il a 23 ans. Il y a lui à son poste, et il y a Mamarchvili du côté de Valence qui me plaît énormément. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment le plus gros prospect à ce poste. Je serais pas étonné qu'il parte assez rapidement de Porto. C'est le poste où vraiment, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour pouvoir être dans un grand club. Mais voilà, il a tout pour, en tout cas. Il pourrait potentiellement remplacer Ederson, par exemple, parce qu'il a un très bon jeu au pied. Remplacer Ederson, qui n'est pas forcément toujours l'assurance tout risque du côté de Manchester City. Moi je le verrais très bien rebondir par là, et voilà, c'est vraiment un gardien que je trouve très bon. Après je connais pas forcément énormément ses qualités parce que déjà de une, je suis pas le plus grand suiveur de la Liga NOS et j'ai pas envie de vous dire voilà ce que j'ai pu voir sur Transfermarkt ou ce genre de choses, c'est pas ma façon de travailler. Mais en tout cas moi ce que j'ai vu en tout cas de la Ligue des Champions, parce que pour le coup le groupe de Porto je l'ai bien vu. Et voilà, moi je l'ai trouvé assez complet. Peut-être que d'un point de vue duel aérien, j'ai cru le voir en difficulté. Mais je peux me tromper. C'était peut-être voilà, sur quelques matchs, sur un échantillon de matchs, peut-être qu'effectivement il a pu paraître un peu en difficulté, mais ça se trouve c'est pas du tout son point faible. C'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Donc dites-moi dans les commentaires, en tout cas si dans le duel aérien il est bon, comme je vous le dis, je peux me tromper. Mais moi il m'a impressionné en tout cas dans les matchs de Ligue des Champions. Et voilà, je pense que ça va être une grosse force, comme Patricio auparavant en tout cas. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous le présenter. J'espère que les images vous ont convaincu parce que je trouve vraiment que c'est un super gardien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Alex Ribeiro du coup du média Trivela. Je vous mettrai les liens en description. Qui m'a beaucoup aidé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, moi c'est un peu ma référence sur le foot portugais, parce que je suis pas le plus grand connaisseur du football portugais, j'ai du mal à avoir le temps de suivre le foot portugais. J'ai réussi à me faire en début de saison 2-3 matchs de Benfica, et ça s'est arrêté là, et franchement j'arrive pas à en faire plus. Je regarde trop de matchs, surtout que je fais un podcast sur Bundesliga, du coup j'ai regardé au moins 5 matchs de championnat, donc déjà, entre ça plus la Ligue 1, bon, c'est compliqué. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Portugal. Est-ce que vous pensez qu'ils iront loin ou pas? Je veux bien votre avis.
voilà, votre ressenti. Est-ce que vous pensez que voilà, Ronaldo va réussir à briller pour sa last dance, dirons-nous, parce que pour moi, ce sera ça dans une grande compétition. Voilà, dites-moi en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous connaissez voilà, des Portugais qui seront intéressés par cette vidéo ou d'autres personnes tout simplement qui sont curieuses. N'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Il y aura d'autres Road to World Cup. Le prochain sera sur le Qatar. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!